Bonjour tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinar, hein. On a un rythme assez soutenu en ce moment. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que sont les frais que vous pouvez, oui ou non, déduire quand vous êtes en indépendant. Et pour ça, on a notre partenaire, l'expert comptable, Salut à euh, tous. qui est là aujourd'hui, représenté par Antoine Richard, et donc qui va vous éclairer sur ce sujet. Et donc moi, je suis Guénaëlle, CMO chez Le Hibou, et on a aussi Héloïse, notre Event et Impact Manager, qui est présente aussi sur ce webinar. Donc, vous avez un chat, hein, sur votre droite de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera de les prendre au fur et à mesure, et on conservera aussi un temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Un petit mot sur le hibou pour ceux qui ont rejoint très récemment la communauté. Donc, le hibou, on est une plateforme, hein, d'intermédiation et de services, et on met en relation des freelances dans le domaine de l'IT exclusivement avec des grands groupes sur des missions en régie. Donc, ce sont des missions en moyenne de 12 mois, voire plus dans certains cas chez nos clients. On est environ 70 aujourd'hui chez Le Hibou, répartis dans toute la France. Donc, vous pouvez retrouver nos équipes à Paris, mais également à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon, et la Belgique aussi qui est en train de s'ouvrir. On est en pleine expansion. On a fait 52 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. On prévoit d'en faire entre 80 et 90 cette année. Et preuve en est, vous êtes nombreux maintenant à être inscrits sur la plateforme. Vous êtes un peu plus de 70 000 freelances à être inscrits sur le hibou. Et on est accompagné par un fonds depuis l'année dernière qui s'appelle Ring Capital. Et la grande nouvelle de cette année, c'est que on a intégré donc la promotion 2023 du French Tech 120, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, mais aussi pour vous, freelance, parce que nous, ça nous permet aussi d'avoir euh, plus facilement des interactions avec les pouvoirs publics, et notamment pouvoir discuter du statut du freelancing en France, et notamment des sujets comme du délit de marchandage, etc., que les choses soient éclaircies pour les directions achats des grands groupes, et forcément pour vous derrière, pour vous faciliter la possibilité d'obtenir des missions. Donc voilà en ce qui concerne le hibou, et je vais tout de suite laisser la parole donc à Antoine pour nous parler des frais qu'on peut déduire quand on est freelance. Merci beaucoup, je vais prendre le relais. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Antoine de l'expertcomptable.com. Ça fait maintenant déjà quelques années que je suis consultant auprès du cabinet. Donc, j'expliquerai un peu plus ce qu'est l'expertcomptable.com à la fin du webinaire. Voilà, pour donner un petit spoiler, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne spécialisé justement dans l'accompagnement des freelances qui bossent dans l'IT notamment. Et effectivement, à partir du moment où on a un projet de création d'entreprise, il y a pas mal de questions qui arrivent dans un premier temps. Il y a le choix de la forme juridique, et en général, la question d'après, c'est qu'est-ce que je peux déduire comme charge en fonction de mon activité. Au niveau des charges déductibles, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de leviers. Au cours de ce webinaire, on va bien sûr pas pouvoir voir ensemble l'intégralité des charges qu'on peut passer. Ça dépend vraiment des spécificités de votre activité et d'autres choses, d'autres règles fiscales. Mais on va voir l'ensemble des charges que vous êtes susceptible de rencontrer à 90%. On va même voir ensemble des charges qui relèvent, on va dire, de l'optimisation, parce qu'il y a aussi une notion d'optimisation de ces charges pour payer le moins d'impôts possible. Alors, pour qu'une charge soit déductible, déjà, il faut avoir une forme juridique qui corresponde au fait de pouvoir déduire cette charge. Donc, en fait, c'est toutes les formes juridiques sauf la micro-entreprise. J'entends par là les SASU, les EURL, les SAS ou les SARL, par exemple. Et pour qu'une charge déductible le soit au travers de la société, elle doit remplir 3 conditions. Donc, la première chose à se poser quand on dégaine sa carte bleue professionnelle, c'est se poser ces 3 questions-là. Ça doit être dans l'intérêt de l'entreprise, bien évidemment. Il faut qu'indirectement ou directement, la charge permette de générer du business.
il faut que ce soit lié à l'activité professionnelle. Un consultant qui bosse dans l'informatique, qui achète un serveur ou le dernier MacBook Pro, ok, il n'y a pas de souci. Si par contre, ce consultant-là achète, je dis n'importe quoi, une planche de surf, c'est peut-être un peu plus compliqué de le justifier. Et troisièmement, ça doit être justifiable auprès de l'administration par un justificatif. Donc, soit une note de frais, soit une facture. Au niveau des charges déductibles, il n'y a pas de limite en termes de montant. Toutefois, il faut toujours agir faire preuve de bon sens et mettre en relation le montant des charges avec le chiffre d'affaires. Si demain, vous faites, je caricature, vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires et vous avez 20 000 € de charges, l'administration va se dire, mais pourquoi déjà, au bout d'un moment, vous n'aurez pas la trésorerie pour la payer. Mais voilà, il doit y avoir quand même une relation, une cohérence entre le montant de vos charges et le montant de votre chiffre d'affaires. On va voir ensemble les principaux frais déductibles que vous allez rencontrer sur votre activité de consultant. On va voir tout ce qui est repas d'affaires. Donc, les repas d'affaires, simplement le repas avec vos clients, avec vos prospects. C'est possible d'inviter des clients ou des prospects. C'est de la relation d'affaires, donc ça sert au final parfois à activer des leviers, à activer des missions, etc. Il n'y a pas de limite de montant. Dans les faits, on déduit les frais réels, le montant réel du repas, mais encore une fois, attention à la proportion. N'allez pas dans un étoilé tous les jours avec vos clients, ce serait compliqué là de le justifier. On va aussi avoir les frais de repas du dirigeant. Effectivement, vous, quand vous êtes en déplacement sur site ou en prospection, etc., vous pouvez effectivement, pour les repas du midi uniquement, les passer directement sur la société. Donc c'est simple, vous payez avec la carte professionnelle. En théorie, on prend les frais réels moins l'abattement forfaitaire de 4,80 €. Dans la pratique, on déduit tout. L'administration fiscale a un peu évolué sur cette partie-là. On déduit tout tant que c'est dans la limite du raisonnable. Pour vos repas seuls, le raisonnable, ce serait quoi? Ça va dépendre d'où on habite, mais entre 10, 15 et 20 € maximum, quoi. Le prix du menu du jour, on va dire. Et là, on serait dans le raisonnable. Donc ça, c'était pour la partie frais de bouche. On a aussi tout ce qui est frais de déplacement. Donc, les frais de déplacement, c'est tous les frais et tous les déplacements qui sont bien sûr liés dans le cadre de l'activité professionnelle. Ils sont déductibles. C'est des frais liés, comme j'ai dit précédemment, à de la prospection, au fait de se déplacer sur site, en intervention, etc. Donc, c'est logique que la société puisse absorber ces frais-là. Donc, on va avoir tout ce qui est transport en commun. Typiquement, le pass Navigo, il peut passer sur la société si vous êtes en Île-de-France. Tout ce qui est péage et parking, mais également tout ce qui est frais d'hébergement. Donc, on entend par là tout ce qui est location d'un hôtel ou d'un appartement, si c'est de la location ponctuelle, bien sûr, type Airbnb, etc. Parce que parfois, c'est un peu moins cher qu'un hôtel ou même un peu plus sympa. Donc, c'est possible de passer ces frais-là directement sur l'entreprise. Et en frais de déplacement, on va avoir un focus particulier sur le véhicule. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Il y a plusieurs notions et on va justement les voir. On a quelques questions qui viennent de nous venir. Sébastien, bonjour. Voilà. Ce qui signifie que nous pouvons déduire tous les repas du midi à 100%. Exactement. Tant que ça reste dans la limite du raisonnable. Encore une fois, n'allez pas au Fouquet's tous les jours tout seul pour vos repas du midi. Ce serait compliqué de justifier, mais tant que ça reste dans le raisonnable, en tant que gérant d'entreprise, c'est les frais réels pour les repas du midi uniquement du lundi au vendredi, sur les jours travaillés. Donc, est-ce qu'il faut être capable de justifier sur la fiche les personnes présentes, les rôles des sociétés en cas de contrôle? En cas de contrôle, c'est obligatoire. Après, est-ce que l'administration... On a perdu Antoine qui a dû avoir une déconnexion. On va attendre qu'il se reconnecte. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Bon, en attendant, vous pouvez... C'est bon, tu es revenu. La déconnexion était rapide, c'est bizarre. Je ne suis pas sûr que ce soit lié au réseau.
Oui, pour répondre à la question, effectivement, on doit en principe mettre le nom sur la note de frais, sur la facturette de ses prospects, de ses clients. La théorie est dans les faits. Encore une fois, l'administration fiscale, elle a aussi évolué par rapport à ça. Il n'y a plus le petit contrôleur qui va vérifier que vous avez mis le nom ou le prénom de vos prospects. Maintenant, même les contrôles fiscaux, généralement, c'est à distance, c'est numérique. C'est une intelligence artificielle qui regarde les indicateurs et les ratios. Voilà. En théorie, c'est obligé, c'est obligatoire. Dans la pratique, bon, si c'est pas fait, il y a pas de risque encouru. Il y a des questions concernant les Par rapport à ça. déplacements en avion. La première, c'est est-ce que les billets d'avion doivent être nominatifs? Ça doit être au nom du dirigeant. Ça doit être au nom du dirigeant si c'est un déplacement au nom du dirigeant. Et dans le meilleur des cas, que ce soit au nom de la société, quoi. Parce que chaque charge déductible, chaque frais professionnel, vous devez avoir une facture qui soit au nom de la société ou au nom du dirigeant. Voilà. Mais les billets d'avion, bien sûr, c'est possible. Encore une fois, tant que c'est du déplacement pro. Et il faut que ce soit effectivement lié à son activité professionnelle. Ok. Il y a une On a pas Ouais, mal il y a de pas mal de questions. questions. Il y a Antine qui demande est-ce qu'il faut être à proximité de son domicile? Donc, je ne sais pas dans quel cadre exactement, mais J'ai pas ouais. bien compris Si, le sens si de la Si question, Antine, mais vous les frais pouvez de reformuler la repas. question. Peut-être que vous pensez à un contexte particulier. Et une question sur le transport SNCF et taxi. La TVA n'est pas déductible. Enfin, c'est une question que la TVA est Ouais, déductible. exactement. La TVA n'est pas déductible spécifiquement pour ces opérations. Vous payez de la TVA sur le billet, mais fiscalement, on peut pas la déduire. Et puis, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi liées aux indemnités kilométriques, etc. C'est des sujets qu'on va justement aborder par la suite, notamment aussi par rapport au télétravail. Donc, on va pouvoir Si on est en continuer. micro-entreprise, Par rapport ça fonctionne de la même façon? micro-entreprise, on ne peut pas déduire de frais professionnels. Donc, il n'y a même pas de question à se Ok. poser. À partir du moment où on a des frais à déduire, en micro, on ne peut pas. Il y a des questions sur l'hébergement. Tu y viens après, non? Au niveau de l'hébergement, spécifiquement, j'y viens après parce qu'on peut passer une quote-part d'hébergement, mais je ne la retrouve pas, C'est cette sur question Airbnb. sur Est-ce que les l'hébergement. hébergements Airbnb sont déductibles à 100%? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tant que, encore une fois, hein, c'est la notion de déplacement professionnel qui fait foi. Donc, effectivement, si c'est lié à un déplacement professionnel et que vous êtes obligé d'aller au bout de la France, oui, le Airbnb est déductible à Ouais. 100%. Et les repas sont déductibles même si c'est à côté de notre domicile? C'est déductible même si c'est à côté du domicile. Il n'y a pas de souci. Il faut juste pas aller faire ses courses. Il faut vraiment que ce soit un repas pris dans un restaurant où vous pouvez avoir une note de frais avec la notion de repas qui est bien distincte et pas aller au Carrefour Market du coin Et et remplir faire son ses courses. frigo au Là, frais de la effectivement, vous pouvez société. pas aller. Voilà. Exactement. Euh, C'est souvent la question. J'ai pas mal eu la question époque Covid. Il y a une question sur quelqu'un qui a un abonnement mensuel à un parking à la gare. Est-ce que c'est déductible de la même façon? Bah, l'abonnement mensuel, à voir si effectivement c'est le véhicule perso qui est lié à cet abonnement mensuel, parce qu'au final, c'est un véhicule personnel avec lequel on va passer des indemnités kilométriques. Quoi qu'il arrive, qui est la société ou pas, on doit garer son véhicule, donc on aurait dû payer l'abonnement de parking. Donc là, dans ce cadre précis, j'aurais tendance à dire que non, ce ne sera pas déductible. Et effectivement, en cas de contrôle fiscal, ça pourrait être un petit peu tendancieux, on va dire, même si encore une fois, bon, ça dépend aussi du montant de la charge, hein. Si c'est 100 € sur l'année ou même un peu plus, si vous faites 150 000 € de chiffre d'affaires, bon, on peut le faire, quoi. Il n'y aura pas de risque particulier par rapport Ouais, à ça, quoi. ok. Il y a une question si on prend les indemnités kilométriques, est-ce qu'on peut déduire autre chose en frais de déplacement ou pas? Et ben, c'est une excellente transition parce que justement, les indemnités kilométriques, ça fait partie des slides qu'on va aborder.
on a justement l'achat du véhicule. Donc, on a des déplacements pro, donc tout ce qui est transport en commun, donc j'ai parlé des frais d'hôtel, etc. Mais effectivement, on peut aussi se déplacer en véhicule. Donc, il y a deux choix possibles. Soit on a un véhicule qu'on achète au nom de la boîte, soit on a la notion de location, soit on aura les indemnités kilométriques. Donc ça, j'en parlerai également. Donc, si on achète un véhicule au nom de la société, il faut avoir conscience et connaissance des différents impacts fiscaux que ça peut avoir. On peut penser que c'est l'idée du siècle, mais vous verrez que pas forcément. Le prix d'achat en fait d'un véhicule, comme vous êtes consultant, vous allez acheter un véhicule de tourisme, vous n'allez pas acheter une camionnette, en tout cas ce ne sera pas justifié. On déduit le prix TTC, il n'y a pas de notion de déductibilité de la TVA, ce qui est déjà un premier frein. Également, quand on achète un véhicule au nom de la boîte, la charge, elle va s'étaler sur 5 ans. Donc, c'est le principe des amortissements. Le montant maximal de déduction, en plus, il n'est pas égal au prix d'achat du véhicule, TTC du coup. Il est en fonction du taux d'émission que va rejeter le véhicule en termes de CO2. Donc, ça peut être là aussi un frein. On se dit qu'on peut déduire l'achat total du véhicule, la valeur totale, mais non, en fonction de ce qu'il rejette en CO2, ce n'est pas le cas. Quand le véhicule est acheté au nom de la société, donc quand la carte grise, il faut que la carte grise soit au nom de la société, à ce moment-là, effectivement, tout ce qui est frais de carburant, d'assurance et entretien du véhicule, c'est déductible sur les frais réels. Donc, vous payez directement l'essence avec la carte de la société si le véhicule est au nom de la société. Deuxième point, on a aussi une taxe sur les véhicules de société. Donc là, c'est aussi un autre désavantage, ce qu'on appelle la TVS, qui encore une fois est calculée en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de son rejet en CO2. Et la TVS, c'est une taxe que vous allez payer, mais qui n'est pas déductible du résultat fiscal. Donc ça ne fera même pas baisser l'imposition. C'est vraiment une sortie de trésorerie pure et dure. Donc ça aussi, c'est une limite à avoir un véhicule au nom de la société. Et enfin, quand on a un véhicule au nom de la société, l'administration fiscale nous oblige à retraiter ce qu'on appelle un avantage en nature. L'avantage en nature, c'est de dire, pour une certaine partie de la semaine, on l'utilise le week-end à titre personnel, si on a que ce véhicule-là dans le foyer. Et il faut retraiter l'avantage en nature. Donc, c'est-à-dire qu'on va le retraiter, donc enlever cette partie-là des frais déductibles de la société. En plus de ça, les avantages en nature, vous payez des cotisations sociales dessus. Comme si, je ne sais pas si on a eu des personnes qui étaient salariées parmi nous, mais si on a une voiture de fonction, sur la fiche de paye, on trouve un avantage en nature et on paye des cotisations sociales dessus. Là, c'est exactement le même principe. Et je parlais tout à l'heure, effectivement, en fonction du nombre du grammage de CO2 que rejette le véhicule, on a un plafond de déductibilité. Donc, on a inférieur à 20 grammes une déduction possible de 30 000 euros. Donc, même si le véhicule coûte 60 000 euros, on pourra déduire que 30 000 euros sur l'entreprise. Donc, inférieur à 20 grammes, on est sur un véhicule électrique. Ensuite, on a entre 20 et 60 grammes, on peut déduire 20 300 euros. Donc, ça diminue plus le rejet augmente. Là, on est plutôt sur un véhicule hybride. Et entre 60 et 155 grammes, on est sur un véhicule thermique classique, Mégane, etc. Donc, on peut déduire que 18 300 euros, ce qui n'est pas beaucoup, surtout quand on voit le prix d'un véhicule de ce type. Et supérieur à 155 grammes, bon là, c'est plus les véhicules de sport ou les gros 4x4, et on est à 9 900 euros de déduction. C'est-à-dire que même, même si le véhicule coûte 70 000 euros, pour cette catégorie de véhicules, on va pouvoir déduire sur la boîte que 9 900 euros. Donc le fait d'avoir un véhicule au nom de la société, c'est pas forcément le plus avantageux. Et il faut faire un comparatif entre l'achat du véhicule et en parallèle le fait de l'acheter à titre perso et de passer des indemnités kilométriques. Et ça, c'est le rôle d'un expert comptable de vous conseiller au quotidien sur ce type de C'est montage. valable pour n'importe quel type de véhicule, un scooter ou quelque chose comme ça. C'est un autre barème, tout ce qui est de Ah, haut, c'est c'est encore encore, il y a un différent. autre barème. On l'aborde Ok. pas. Ouais. Exactement. Voiture électrique, donc la déduction, non, elle n'est pas maximum. Julien. Donc, avantage thermique électrique, bon, ça, j'y ai répondu Il y a une question sur la indirectement. LOA. Est-ce que c'est considéré comme un achat de véhicule?
Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir sur cette Parfait. slide. Une transition. Donc, soit on l'achète, soit on peut le louer. Donc, effectivement, là, c'est la même chose. Tout ce qui est frais de carburant, l'assurance et l'entretien, qui sont bien souvent compris dans le contrat, sauf peut-être le carburant, c'est déductible sur la base des frais réels. Mais il faut que la LOA, elle soit au nom de la société. Pour la location d'un véhicule, on va retrouver deux choses. Soit la location ponctuelle d'un véhicule. Donc là, ce n'est pas la notion de LOA, c'est par exemple, je vais sur l'appli Sixt ou Rentcar et je loue un véhicule pour 3 jours parce que je suis de Paris, je n'ai pas de voiture, mais malheureusement, je dois me déplacer en province. Là, c'est la location ponctuelle d'un véhicule. Donc, c'est différent. On déduit la totalité de la facture de la location. Il y a juste une notion, c'est que si la location ponctuelle est supérieure à 29 jours consécutifs, on va devoir payer une TVS. C'est assez rarement le cas. En général, on ne loue pas un véhicule ponctuel plus d'un mois. Et on va retrouver donc la LOA, le leasing et le crédit bail, où là, au final, c'est la même chose que l'achat d'un véhicule. C'est-à-dire qu'on va rencontrer exactement les mêmes freins fiscaux, la TVS, le coefficient de déduction, c'est-à-dire que les loyers, on ne va pas pouvoir les déduire à 100%, on va se baser sur le barème qu'on a vu précédemment, et la non-déductibilité de la TVA si c'est un véhicule de tourisme. Donc, c'est exactement la même chose que pour l'achat d'un véhicule. On a exactement les mêmes limites pour une LOA. Et bien sûr, il y avait une petite phrase sur la slide, si le premier loyer est majoré, en général, quand on fait une LOA, on paye un premier loyer assez conséquent. Il est étalé comptablement, j'entends, sur toute la durée du contrat. Est-ce qu'on a encore des questions sur la partie véhicule? Il y a On va beaucoup de aborder un questions. autre Je sujet. pense qu'on peut avancer un petit peu et puis à la fin, on va de revenir sur certaines pour qu'on ait quand même le temps de balayer tous les sujets. Ouais, on va continuer sur les frais liés aux locaux. Donc, effectivement, à partir du moment où on a une société, c'est une personne morale juridiquement parlant, et comme vous, à titre physique, vous devez avoir une adresse. Donc, il y a différentes possibilités. On a soit un local ou des bureaux, auquel cas, c'est le siège de la société. Soit on a un espace de coworking, soit on a des frais de domiciliation, parce qu'on a fait appel à une boîte de domiciliation, camp de base, sur domicile.com, etc. Dans ces trois schémas-là, on peut déduire à 100% les frais liés à la boîte de domiciliation, à l'espace de coworking ou au bail que vous allez avoir et aux quittances que vous allez payer. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à cet aspect-là de la domiciliation d'entreprise. On va aussi retrouver en termes de frais récurrents pour les consultants tout ce qui est communication. Donc la publicité, qu'elle soit online ou offline, tout ce qui est flyers, carte de visite, etc., ça se fait un petit peu moins de nos jours, mais tout ce qui est publicité online, donc les AdWords, tout ce qui est AdWords, Google, Facebook, etc., c'est déductible de l'entreprise. Il n'y a pas de souci tant que c'est de la communication qui est liée à l'entreprise, encore une fois. Si vous avez un site internet, bien sûr, les frais de créa, de maintenance ou d'hébergement du site sont également 100% déductibles sur la société. Et pareil, vous, si à titre perso, vous avez un compte LinkedIn et vous souhaitez un compte LinkedIn Premium, étant donné que LinkedIn, c'est un réseau social à destination des professionnels, ça devient de moins en moins, mais ça reste aussi, bien sûr, 100% déductible de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt pour la partie frais liés à la communication. On va aussi avoir tout ce qui est matériel et petit mobilier. Donc là, on a une notion qui est purement comptable, mais qui est important d'aborder pour tout ce qui est mobilier. Donc ça peut être siège de bureau, ordinateur, clavier ergonomique, souris, etc. Quand le montant de la charge est inférieur à 500 € hors taxe, on déduit directement le montant de la charge sur le bilan pour ce que ça a coûté. Par contre, si le prix est supérieur à 500 € hors taxe, on rentre dans un principe d'immobilisation. Donc là, c'est vraiment une notion comptable que j'évoque, c'est-à-dire que la charge, comme pour la voiture qu'on a vue au final, qui est immobilisée, elle sera amortie sur plusieurs années. Par exemple, un ordinateur,
c'est 3 ans. Donc, si vous achetez un MacBook 3 000 euros, vous allez avoir, vous, une sortie de trésor de 3 000 euros, mais on va passer 1 000 euros de charge sur 3 ans sur les 3 prochains bilans. Donc, voilà comment fonctionnent les immobilisations quand on a des charges liées au matériel et au petit immobilier supérieurs à 500 euros hors taxe. Encore une fois, le nombre d'ordinateurs, de téléphones, etc. que vous avez sur l'entreprise doit être cohérent par rapport au nombre de personnes actives. Si on commence à avoir un consultant qui achète 6 téléphones dans l'année via la boîte, on va peut-être l'alerter et dire attention, ça me paraît bizarre. Alors, si vous êtes développeur informatique et que vous développez sur Android et sur iOS, il n'y a pas de souci, vous avez 2 téléphones, c'est justifié. Mais voilà, il faut être aussi cohérent par rapport avec le nombre de personnes actives dans l'entreprise. Romain, pour vous répondre, parce que j'ai eu la question sous vos yeux, le Dyson, c'est pas possible malheureusement pour nettoyer son bureau. Là, en cas de contrôle, ça passera pas. Juste sur du coup, le lieu, j'ai vu des questions. Si le siège de la société est son habitation, est-ce qu'on peut déduire quelque chose? Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les frais mixtes. Je me demande si je l'aborde pas, je regarde rapidement. Si, on va D'accord, l'aborder. ok, Donc, on va répondre à cette question. super. On va ensuite parler des cadeaux clients. Alors, les cadeaux clients, c'est autorisé si c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Un peu comme pour les repas prospects et clients, c'est là pour nouer de la relation d'affaires. Donc, effectivement, encore une fois, j'ai l'impression de vous rabâcher la même phrase à chaque fois, mais c'est que ça ne doit pas être un montant excessif pour ne pas, encore une fois, alerter l'administration. Donc, si demain, vous avez un client qui vous rapporte 100 euros de chiffre d'affaires sur l'année et que vous lui payez un voyage à Dubaï ou une Rolex, ça passera jamais. Faut être cohérent, voilà, encore une fois, par rapport au montant des cadeaux que vous allez faire à vos clients, à vos prospects. Donc, c'est aussi, voilà, un moyen d'optimiser ses charges et de réduire un peu le résultat. Mais il faut être assez vigilant sur les cadeaux clients parce que là, par contre, l'administration est assez attentive sur ce compte, ce poste de charge précisément. On va aussi avoir tout ce qui est frais de formation. Dans votre vie de freelance, de consultant, potentiellement, vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances, en consolider, vous former pour avoir une activité un peu plus large. Et effectivement, tout ce qui est frais de formation liés à ces différentes compétences que vous souhaitez apprendre, encore une fois, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Bien sûr, c'est déductible à 100% sur la boîte. Vous pouvez payer la facture de l'organisme de formation directement avec la boîte. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'on a un crédit d'impôt qui vient s'appliquer. Donc ça permet aussi, parce que le crédit d'impôt va être imputé sur l'impôt sur les sociétés à payer, ça permet aussi donc de passer des charges et d'avoir un crédit d'impôt qui viendra réduire justement l'impôt sur les Ça a fait sociétés. l'objet Donc, le montant du d'un crédit. webinaire la semaine dernière où on a abordé le sujet du financement des formations, justement. C'est complémentaire. Ah, parfait. Piqûre de Voilà. rappel. Ouais, effectivement, Mathieu, pour rebondir sur votre question, il faut une attestation avec le nombre d'heures parce que le crédit d'impôt est calculé en fonction du nombre d'heures. Alors, c'est plafonné à 40 heures. Donc, il faut obligatoirement ce justificatif. J'ai d'ailleurs eu le cas avec l'un de mes clients hier où les impôts m'ont relancé parce qu'ils voulaient avoir le justif afin de pouvoir appliquer le crédit d'impôt. On a aussi les chèques CESU préfinancés. Alors ça, il y a peu de personnes qui connaissent la possibilité de pouvoir acheter des chèques CESU au travers de sa société. Mais si demain, ou même maintenant, vous êtes dirigeant d'entreprise, gérant des URL ou président de SASU, c'est un avantage du dirigeant. Vous pouvez acheter des chèques CESU. Alors les chèques CESU, c'est les chèques qui vont vous servir à payer tout ce qui est aide à domicile, une personne qui fait le ménage, qui garde les enfants, qui fait le jardin, enfin, tout ce qui est, on va dire, emploi à domicile. Et vous, en tant que patron, que gérant d'entreprise, vous pouvez en acheter à hauteur de 2 300 € par année, civil,
directement via la carte de la boîte. Donc, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça réduit le résultat de 2 300 €, donc ça baisse vos charges, ça baisse votre imposition, votre base d'imposition. Le deuxième avantage, c'est que vous les touchez à titre personnel pour payer quelque chose. Donc, c'est comme si c'était de la rémunération, mais exonéré de cotisations sociales, si vous ne dépassez pas ce montant. Et en plus de ça, c'est le troisième effet qui est ultra avantageux, c'est que vous aurez un crédit d'impôt qui viendra encore une fois, comme pour la partie formation, s'imputer sur l'impôt sur les sociétés à payer à hauteur de 25% du montant des chèques que vous aurez Mais du achetés. coup, faut Donc, que ça soit justifié avec l'activité de la société ou pas du tout? non, ça c'est vraiment une notion d'avantage D'accord, du OK. dirigeant. Donc, par exemple, un dirigeant qui aurait des enfants et au foyer n'aurait pas le temps de les garder parce Donc, que les baby-sitter personnes et travaillent, cetera. etc. Et ben, il peut, OK. exactement, c'est Donc ça. en effet, Romain, on peut avoir une pour 2 000 € de femme de ménage, mais on peut pas acheter un Dyson pour faire soi-même le ménage. C'est enfin, il y Exactement. a des petits Ça, je vous paradoxes. invite à. Ouais, bah, il y en a beaucoup plus qu'on le croit des paradoxes. Donc voilà pour cette partie-là. Bon, après, indirectement, ça crée de l'emploi, donc c'est pas la même chose. Même si acheter un Dyson aussi, indirectement, ça peut créer de l'emploi, mais voilà la notion. Les frais de représentation. Alors là, j'ai tout le temps la question. C'est pas déductible. Je suis désolé, votre beau costume acheté chez Fursac ou vos frais de coiffure ou que sais-je, c'est pas déductible sur la société. Même si vous êtes conférencier, que vous devez être présentable, ou même si vous êtes commercial, vous ne pourrez pas les déduire. Là, l'administration fiscale est claire dans les textes, ce n'est pas déductible. Les seules tenues ou frais de représentation qui sont déductibles sur l'entreprise, c'est les tenues qui sont spécifiques, blouse de médecin, robe d'avocat, etc. Après, je doute que si vous êtes consultant informatique, que vous pointiez au rendez-vous client en robe d'avocat. Chacun son style, hein, mais voilà, c'est vraiment les seules choses qui sont déductibles. À la rigueur, peut-être les personnes qui travaillent, qui sont ingés dans le bâtiment, etc., qui font de la prestation de service, tout ce qui est équipement de protection individuelle, etc., ça passerait dessus. Mais malheureusement, les frais de représentation ne passent pas. Sauf, ça peut passer, tout ce qui est, on va dire, goodies. Si demain, vous faites des pulls au nom de votre boîte avec le logo, comme j'ai là, ça passe directement en frais professionnels. C'est différent. C'est plus des objets de communication qu'autre chose. Après, j'ai un client qui avait, ne le faites pas, mais c'est pour l'anecdote. Il avait fait broder, il avait acheté un costume, il avait fait broder le nom de sa boîte sur le revers de sa veste de costume. Et il me l'a pris en photo. Et il me fait, ah, sinon, mais on le passe. Moi, je peux vous faire un mail comme quoi je souhaite vraiment le passer. Comme ça, votre responsabilité est écartée. Et en plus, il m'a envoyé la photo. Bah, j'aurais juste envoyé cette photo parce que j'ai floqué mon costume. Il avait juste brodé le nom de sa boîte sur le revers sur 3 centimètres. C'est malin. Après, à voir si le contrôleur a de l'humour. Ça me ferait rire. Et moi, personnellement, je redresserais pas le client. Mais bon, C'est un je suis risque. pas sûr que tout le monde réagisse comme ça. C'est un gros risque. Mais ne le faites pas, hein, vraiment. Les frais mixtes. Alors, les frais mixtes, qu'est-ce que c'est? Donc, les frais mixtes, c'est des charges qui sont initialement personnelles, que vous allez continuer à payer à titre perso, j'insiste là-dessus, mais pour lesquelles on peut en passer une certaine, on appelle ça quote-part, un certain pourcentage en frais déductibles sur son entreprise. Et ça va inclure 3 choses. Donc, on a les indemnités kilométriques. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a l'achat du véhicule, la location, la LOA, etc. Mais on a aussi le système des indemnités kilométriques qui est généralement très avantageux, parce qu'il est plutôt très bien remboursé, hein, environ 50 centimes du kilomètre. Donc, les indemnités kilométriques, c'est dire, ok, j'utilise mon véhicule personnel, pardon, pour des déplacements professionnels. Je paye l'essence, etc. avec ma carte perso, mais je passe des indemnités kilométriques qui, en fonction du nombre de kilomètres que je vais faire, va me permettre de me faire un remboursement d'indemnités kilométriques en me faisant un virement du compte pro au compte personnel. Donc, le barème des indemnités kilométriques, c'est effectivement le barème que vous connaissez
vous connaissez tous, hein, on l'a aussi à titre personnel. Donc généralement, pour vos déplacements professionnels, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus avantageux plutôt que l'achat du véhicule. Encore une fois, ça dépend du véhicule, hein. Sur les véhicules électriques, ça peut être compétitif et intéressant de faire la simulation. On va aussi avoir, en termes de frais mixtes, et ça va répondre à la question Il y a eu plusieurs questions qui sur le l'avait sujet, posée. ouais. Eh ben, on va pouvoir y répondre. Si on choisit de domicilier l'entreprise chez soi, donc on avait location de bureau, domiciliation, espace de coworking. Et très généralement, les consultants, j'ai pas la vraie stat, mais on va faire une stat aléatoire, 95% des consultants vont domicilier leur boîte à leur adresse personnelle. Donc, ils ne payent pas de frais de domiciliation, etc. Donc, ils peuvent quand même passer des charges liées à la domiciliation via une quote-part. En gros, on va déterminer la surface que vous aurez décidé d'affecter à titre professionnel chez vous et on va passer cette quote-part. Il y a deux choix possibles, deux schémas possibles. Si vous êtes propriétaire, vous allez sur seloger.com, vous tapez votre valeur moyenne locative au mètre carré. Enfin, vous retrouvez votre valeur moyenne locative au mètre carré sur seloger.com, par exemple, et vous la multipliez par le nombre de mètres carrés que vous aurez décidé d'affecter à titre professionnel. Alors, pareil pour la surface qu'on décide d'affecter à titre professionnel, il faut être cohérent. On part sur 9, 10, 12 mètres carrés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne doit pas dépasser plus de 30% de la surface totale. Et si on est locataire, on a le montant de ce qu'on paye tous les mois en valeur de référence, donc on fait un produit en croix. Par exemple, je me simplifie le calcul, mais je paye 1 000 € de loyer par mois. J'ai 100 mètres carrés et j'ai 12 mètres carrés à titre professionnel. Eh bien, je vais pouvoir effectivement passer sur l'entreprise 120 € de loyer par mois. C'est le produit en croix, tout simplement. Pour tout ce qui est électricité, eau, etc., on peut effectivement également en passer une part directement sur la boîte. Et à partir de ce moment-là, c'est exactement le même calcul, c'est un prorata en fonction du nombre de mètres carrés. Et enfin, en charge mixte, on a aussi tout ce qui est Internet et téléphone, où on peut passer une quote-part de 5/7, environ 80%. On estime 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, travailler sur les 7 jours de la semaine. C'est pour ça qu'on peut passer une quote-part Internet, téléphone de 5/7 sur sa boîte. Ça, c'était pour les frais mixtes. Ok. Eh ben, super, merci beaucoup Antoine. On va pouvoir reprendre quelques questions qui ont été posées. Tu as répondu à certaines au fur et à mesure, donc ça c'est super. Donc il y avait pas mal de questions sur la domiciliation du siège social, etc. Donc il y a Cédric par exemple qui vient de demander pour la partie siège social à domicile, le prorata est à la surface et donc pas autant travailler chez soi versus chez le client, point d'interrogation. Alors, je n'ai pas bien compris la question, je la reprends sous les yeux. C'est quand on est, nous on a pas mal de freelances qui vont travailler chez le client, donc ils travaillent pas 100% du temps chez eux. Est-ce que ça change quelque chose pour Ah non, ça change rien. C'est vraiment la notion d'adresse et de domiciliation. C'est-à-dire que même si par exemple vous prenez une boîte de domiciliation, vous ne travaillez pas dans la boîte de dom. Et auquel cas on peut déduire le la temps charge tous les mois. passé en télétravail ou pas en télétravail n'a pas de lien en fait. Non, c'est pas une notion de temps passé par le freelance chez lui. C'est vraiment une notion de mise à disposition d'adresses, de locaux pour son entreprise. Même si bien sûr c'est pas quelque chose de physique, ça n'a rien à voir avec le temps passé en télétravail, en remote ou quoi que ce soit. Ok, il y a quelqu'un qui se déplace en vélo a priori, donc les 2 roues, tu disais tout à l'heure que il y a un barème spécifique pour les déplacements en 2 roues. Alors 2 roues Ouais. motorisées, le vélo on peut l'acheter directement sur
sur l'entreprise. Si c'est un vélo qu'on utilise pour ses déplacements pro, si on ne passe pas 10K à côté, etc., on peut directement l'acheter sur la boîte. Mais il n'y a pas de notion d'indemnité Ouais. kilométrique, parce que les indemnités kilométriques servent à compenser l'assurance, l'essence, etc. Sur un déplacement en vélo. À part compenser vos calories, on peut pas faire grand-chose. Que ce soit vélo traditionnel ou vélo électrique, hein, c'est Il y le a même pas mal de principe. questions sur les petits équipements qu'on peut acheter, type cafetière, frigo, micro-ondes, etc. Est-ce que ça peut être déductible? Non, ça, c'est pas déductible. Tout ce qui est, c'est déductible si effectivement vous avez une notion de clientèle qui viennent dans des locaux. Sur une activité de consultant, c'est assez rarement le cas. Donc, la notion de cafetière, frigo, etc., malheureusement, c'est pas des choses qui sont déductibles. Parce que par nature, le fait de prendre un café, c'est un besoin, on va dire, personnel, et pas lié à l'activité. La seule notion de déductibilité sur tout ce qui est nourriture, etc., c'est les frais de repas en cas de déplacement, comme pour les salariés, quoi. Donc c'est la même réponse que pour le Dyson, c'est pas possible. C'est la même réponse. J'aimerais vous dire que c'est possible, hein. J'ai rien à y gagner de vous dire que c'est pas possible, mais malheureusement, ça l'est pas. Alors, il y a des questions sur les véhicules en abonnement, mais tu as répondu, je pense, à ces questions-là. Il y a Philippe qui nous avait demandé si on loue donc son véhicule 28 jours, puis consécutivement 28 jours. Bref, si on change de véhicule tous les 28 jours, est-ce que ça reste totalement déductible? Ou si on renouvelle sans cesse. Si on fait une Ouais, location ponctuelle et qu'on n'atteint pas les 29 jours, pour pas payer la TVS. La TVS, elle se calcule sur le véhicule, vu que c'est en fonction de la puissance fiscale. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'y aurait pas de TVS et que c'est possible. Après, je suis pas sûr à 100% de ma réponse parce que on joue vraiment sur la notion de 28 au lieu de 29. Je suis pas sûr que ça puisse pas être requalifié dans ce qu'on appelle l'abus de droits sociaux. Donc, j'ai pas forcément la réponse exacte par rapport à ça. J'ai même jamais vu ouais. la question. Il y avait une question aussi, alors je ne sais plus où elle est, mais je l'ai vu passer le cas de quelqu'un qui est en portage salarial a priori, et sa société de portage lui a dit qu'il ne pouvait pas déduire des frais de formation. En société de portage, c'est différent. Chaque société de portage a ses règles et ses conventions. Après, en tant que freelance, si demain cette personne a une société à son nom, si c'est sûr, les frais de formation sont déductibles. Après, sur la notion de société de portage, le statut de portage salarial, c'est différent du statut d'indépendant et ça répond pas aux mêmes Ouais. règles. Et je ne connais que les règles liées effectivement au fait d'avoir sa propre entreprise, mais pas liées au statut de portage. Si vous avez des questions concernant la formation, de toute façon, il y a le replay du webinar de la semaine dernière que vous allez retrouver dans la newsletter à la fin du mois, ou sinon vous nous contactez directement. Vous pouvez écrire à marketing@lehibou.com et on peut vous renvoyer des replays de webinaires si vous le souhaitez, ou vous pouvez demander aussi directement sur le chat de la plateforme Le Hibou. Donc, et là, vous aurez toutes les infos sur comment on peut financer sa formation, même quand on est en portage, etc. Voilà, toutes les solutions qui existent. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais en prendre quelques-unes. Je m'excuse si je ne prends pas absolument toutes les questions. Nicolas qui demande sans domiciliation chez soi, mais en 100% télétravail, c'est pareil. On peut faire passer 10 mètres carrés sur l'entreprise. C'est le même principe, ouais. C'est la même réponse que la notion de télétravail ou pas. Même si vous êtes 100% sur site, vous pouvez quand même passer cette quote-part liée à la mise à disposition d'une adresse pour Alors, une votre question société. de Bruno, un cas un peu peut-être complexe. Est-ce qu'on peut prendre son fils en alternance, qui fait une école d'informatique privée, et payer son école, déduire du coup les frais de son école? Bah, oui, théoriquement c'est possible. Surtout qu'il y a des avantages à prendre Ouais. un alternant. Et non, ça c'est quelque chose qui est possible. Ouais, c'est quelque chose qui est possible.
Après, je sais que ce sera très certainement soumis à contrôle. En général, quand on a un consultant qui embauche effectivement son fils ou son épouse pour les tâches administratives, etc., bien souvent, il y a un contrôle URSSAF derrière. Donc, il faut bien avoir les arguments derrière de pourquoi est-ce qu'on a choisi l'entreprise de son père et pas une autre entreprise. Mais en théorie, oui, c'est possible parce que votre entreprise, elle marche comme une entreprise classique. Et effectivement, quand on est en alternance, bien souvent, l'entreprise prend en charge, enfin, c'est une possibilité, toutes ne le font pas, mais une partie, toute la formation de leur alternant, quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut déduire tous les frais liés à un déplacement dans le cadre d'une conférence ou d'une formation? Tous. Si effectivement, ce déplacement est fait uniquement pour cette conférence ou cette formation, on peut déduire l'ensemble des frais. Donc, billets de train, les frais de repas, quand vous êtes les frais de repas et tout ce qui est hôtel, etc. Si vous restez plusieurs jours à faire la conférence, etc., quoi. Est-ce qu'une société peut acheter un pass Navigo directement? Oui, on peut passer en tout cas le pass Navigo directement sur la boîte à 100%, donc le faire prélever directement sur la boîte. Après, la RATP, je ne sais pas si elles peuvent faire une facture au nom de la société spécifiquement pour le pass Navigo. À voir avec eux, mais oui, dans tous les cas, vous pouvez donner le l'IBAN et le RIB de la société pour vous faire prélever et ça passera à 100% pour le pass Ok. Navigo. On avait Brady qui nous demandait des précisions sur le calcul des indemnités kilométriques. Est-ce que ça se fait entre son domicile, enfin, en tout cas le domicile de la société, et, et le siège du client, l'entreprise du client? C'est ça, exactement. C'est du siège social de l'entreprise. Donc, si c'est son domicile, ce sera son domicile, jusqu'à l'adresse de son client et aller-retour. Euh, Alors justement, il y a une personne qui demande si chez vous, l'expert comptable, vous proposez un accompagnement sur ces sujets-là, optimisation des charges, etc. Oui, bien sûr. Justement, nous, l'expertcomptable.com, l'idée, c'est qu'on est ciblé sur les consultants qui bossent dans l'IT. C'est vraiment une volonté de notre part d'avoir cette stratégie parce que ça nous permet forcément de bien connaître les besoins, comment réfléchissent et comment gèrent leur société au niveau des consultants. Et effectivement, tous ces aspects-là, c'est-à-dire qu'on va venir à vous accompagner sur la partie purement comptable et administrative, mais 70-80% de notre travail, c'est pas de faire une déclaration de TVA ou faire un bilan, parce qu'on a plein d'outils digitaux qu'on vous met à dispo et qui nous permettent d'automatiser pas mal de tâches. Et justement, ce temps-là, on peut le consacrer sur tous ces sujets, à savoir les leviers qu'on va pouvoir trouver au niveau de l'optimisation des charges, mais aussi au niveau de l'optimisation de sa rémunération. Il y a pas mal de choses à faire, de sa protection sociale et de son imposition. Donc typiquement, les sujets qu'on aborde là sur le webinaire, on ne peut pas aller en profondeur dessus parce qu'on a 1 heure et ça serait trop long et trop compliqué parce que c'est quand même du cas par cas. Eh bien, on vous accompagne et on vous conseille sur ces notions d'optimisation. Il y a quelques questions sur la TVA, de récupérer la TVA quand on loue une salle, par exemple. Là, je vois pour une réunion, des choses comme ça. Est-ce que c'est possible? Si la facture est au nom de la Ouais, société, c'est possible. c'est toujours le Aucun même problème. prérequis, hein. Toujours. Alors, des questions qui sont intéressantes, je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça de but en blanc, mais pour un consultant qui voudrait passer du statut de salarié vers indépendant, combien serait-il possible de demander en plus du salaire brut pour couvrir les frais? Donc, en gros, comment je fais pour calculer le bon TJM qui me permettra de couvrir les frais, etc. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de formule C'est je pense, pour. compliqué. Ouais, là, vaut mieux prendre rendez-vous avec nous directement sur notre site. De toute façon, le premier call est là pour discuter de votre projet et de ces différents éléments. C'est gratuit, hein. On échange gratuitement ensemble avec vous. Mais là, ouais, il y a trop de notions à Ouais, en prendre en compte parce que ça va dépendre de la forme juridique, de vos besoins mensuels, de vos charges, etc. ouais, Donc, c'est compliqué de ouais. répondre à ça. Il y a une question, mais je crois que tu as répondu. C'est Marc qui demandait si on peut déduire des frais d'entretien de véhicule. Eh ben, si il est au nom de la société, oui. Si c'est pas au nom de la société,
c'est compensé par les indemnités kilométriques. Bon, il y a vraiment beaucoup de questions. Peut-être tu peux expliquer un petit peu le dispositif qu'on a mis en place entre le hibou et l'expert comptable pour l'accompagnement. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a pas mal de cas particuliers auxquels vous pourrez répondre directement, vous, si les consultants s'adressent à vous directement. Ouais, bah effectivement, avec le hibou et l'expertcomptable.com, on a mis un partenariat en place, une offre spécifique pour les personnes du hibou qui seraient intéressées par notre accompagnement. Donc voilà, pour reparler un petit peu ah bah j'avais la slide, super. Pour reparler effectivement de l'expertcomptable.com, donc on a un cabinet 100% en ligne, 100% digital, donc spécialisé dans l'accompagnement des consultants. Et on vient accompagner nos clients sur 2 volets. Le premier volet, c'est effectivement le volet création d'entreprise. Quand on souhaite créer sa boîte, il y a quand même pas mal de choses à faire d'un point de vue administratif, rédaction des statuts, rédaction des différents CERFA de création, envoi du dossier à Ferrographe, etc. Et nous, on propose justement un accompagnement de A à Z sur ce côté-là. L'idée, c'est vraiment d'enlever les barrières administratives pour les personnes qui veulent se lancer freelance. Comme ça, on gère tout sur la création de la boîte. Et bien sûr, l'un de nos rôles, c'est de pouvoir aussi vous conseiller, on va dire, sur la partie choix du statut. Parce que demain, vous allez vous lancer en tant qu'indépendant. La première question que vous aurez, c'est est-ce que je fais une micro? Est-ce que je fais une URL? Est-ce que je fais une SASU? C'est vraiment la première question. Et nous, justement, on vous accompagne sur cette notion-là au sein de l'expertcomptable.com. Au niveau de l'offre création d'entreprise, chez nous, elle est à 149 € hors taxe au niveau des honoraires qu'on facture pour le temps qu'on passe pour vous sur la partie conseil et formalisme. Quand on crée sa boîte, il faut aussi compter ce qu'on appelle des frais de tiers, donc c'est frais d'annonce légale, des frais de greffe, etc., à hauteur de 383 € hors taxe. Mais comme on a un partenariat avec le hibou, dans le cadre de l'offre de partenariat, la création de l'entreprise, elle est plus à 149 € hors taxe. On applique une remise et elle est portée à 99 € hors taxe. Et puis après, effectivement, une fois que la boîte est créée, la suite logique des événements, c'est de vous accompagner sur la partie comptabilité. Alors, pourquoi se faire accompagner sur la partie comptabilité? Déjà, parce que ça va vous prendre un temps fou et c'est un risque d'erreur assez conséquent si vous le faites vous-même. Et l'administration ne va pas vous louper. Il n'y aura pas d'excuse de « je ne suis pas comptable, j'ai fait ma compta moi-même, annuler les majorations ». Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vous conseille vraiment, là, je ne prêche pas forcément pour l'expertcomptable.com, mais voilà, d'avoir un expert comptable, peu importe qui il est, c'est ultra important. Et ça, dès les premiers jours de la création de votre société. Parce que le comptable, il sera là justement, et c'est ce qu'on propose nous avec notre offre de comptabilité au sein d'expertcomptable.com, de vous accompagner sur toutes les obligations fiscales, légales et juridiques liées à la création de votre structure. Donc, tout ce qui est bilan, compte de résultats, déclaration de TVA, etc. Je ne vais pas aller dans le détail, c'est le jargon comptable, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et nous, en fait, dans notre offre de comptabilité, effectivement, donc vous avez le droit à 1 heure de conseil par mois. Donc, vous avez un consultant dédié avec qui vous pouvez échanger directement par téléphone, par visio ou par mail. On a fixé 1 heure de conseil par mois, c'est pour éviter les débordements. Hein. Si on a 1h20 de questions, c'est pas plus voir ça comme une moyenne annuelle, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on bosse avec Time au sein de l'expertcomptable.com. Donc, Time, c'est un éditeur d'applications pour les freelances et les indépendants. Et c'est des super applications bourrées d'intelligence artificielle qui vont vous servir à faire vos factures et à prendre en photo et à archiver, classer vos documents pro automatiquement. Donc, tout ce qui est facture d'achat, notes de frais, etc. Ça vient automatiquement se classer en face des opérations bancaires correspondantes, étant donné que ce sera synchronisé au compte bancaire professionnel. Et c'est ce qui nous permet de bosser à distance et de ne pas perdre de temps, ni vous, ni nous, sur la partie transmission des justificatifs, en fin de compte. Donc, gros point positif pour Time, hein, c'est vraiment un assistant personnel pour la gestion de vos docs professionnels. Et en termes de comptabilité, nous, on est à 99 € hors taxe par mois et on a une facturation supplémentaire une fois l'année à 149 € hors taxe pour la partie juridique de l'entreprise, notamment la rédaction de l'assemblée
de l'Assemblée générale. Beauclerc qui dit que Time est un très bon outil, effectivement. Maëlle, au niveau de nos honoraires, c'est 99 € hors taxe. Ça reste sur l'année. Après, on a une notion de seuil de chiffre d'affaires. C'est 99 € hors taxe de 0 à 100 000 € de chiffre d'affaires. Et quand vous les dépassez, le tarif va évoluer. Si j'ai bonne mémoire, on est au-delà de 100 000 € de chiffre d'affaires. On ajoute 20 € hors taxe d'honoraires par tranche de 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc, si demain vous faites 130 000 € de chiffre d'affaires, 140 000 € de chiffre d'affaires, vous aurez 99 € hors taxe plus 20 € hors taxe. Mais là, encore une fois, je vous invite vraiment, depuis notre site internet, je crois que je peux le mettre dans le chat de la visio. Vous pouvez prendre directement contact avec nous. Soit vous passez par le standard, soit vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne via Calendly. Vous aurez peut-être moi ou l'un de mes collègues, c'est aléatoire, et on pourra justement échanger avec vous sur votre projet de création d'entreprise. Ok. Et ben voilà, la remise. La fin. Ah, et petite info importante pour les entrepreneurs qui nous suivent et qui sont déjà immatriculés, comme vous n'avez pas la remise de 50 € hors taxe, on fait un mot offert de comptabilité. Ok. Il y a une question de savoir si les 99 € comprennent la paie. Non, nous, on ne fait pas la partie paie au sein de l'expertcomptable.com. On passe par un partenaire qui s'appelle HappyPay et ils ont leur propre tarif, un peu comme Payfit ou toutes les sociétés qui proposent de la paie. Mais nous, on ne fait pas la partie fiche de paie au sein de l'expertcomptable.com. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine, pour toutes ces explications. Moi aussi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'était super. Je sais qu'on n'a pas répondu à l'intégralité des questions, mais il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, vous avez les coordonnées d'Antoine qui apparaissent ici avec son email, son numéro de téléphone. Vous pouvez aussi aller directement sur le site L'Expert Comptable pour répondre à vos questions ou si vous avez encore des questions en suspens. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Surtout, c'est un c'est un partenariat de choix pour le hibou et on sait que la plupart des freelances sont quand même très satisfaits de travailler avec l'expert comptable. Ça les aide beaucoup parce que voilà, c'est un métier à part entière et quand on est dans l'IT et la tech, c'est pas forcément son métier premier et il vaut mieux se faire accompagner dans ces cas-là. Donc merci beaucoup Antoine pour ton intervention aujourd'hui et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle thématique, en tout cas une problématique liée au freelance et à l'accompagnement des freelances dans leur quotidien de travailleurs indépendants. Merci à merci à tous les deux pour l'organisation du webinaire et puis bonne journée à tous. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir. À bientôt. Il y a vraiment deux questions. Là, tu pouvais pas tout prendre, hein. C'est impossible. En plus, après, tu sais, ça descend, ça descend, ça descend, et tu vois pas tout, quoi. Tu m'as fait